Hey, salut gang, salut chers curieux, curieuses. Pas de panique, pas de panique. Je suis de retour cette semaine, mais faites-vous-en pas, on va arrêter le show bientôt, j'en suis convaincu. Mais il fallait qu'on fasse au moins un autre épisode ici à J'essaye d'arrêter avant d'arrêter officiellement, parce que vous savez, vous écoutez probablement le dernier épisode d'ailleurs du balado J'essaye d'arrêter, hein, parce que le but du podcast, c'est d'essayer d'arrêter de faire des podcasts. Mais après tout ce temps qu'on a passé, tout le monde ensemble, que ce soit en France, en Suisse ou ici même au Québec, durant les 5 dernières années, spécifiquement, bien sûr, de 2020 à 2023, alors qu'on s'est tous arrêtés ensemble de vivre 2 semaines pour aplatir la courbe. Eh bien, quand on est quelqu'un qui souffre comme moi ici de ce qu'on appelle à la bonne franquette au Québec le TOC au carré, c'est-à-dire ce trouble obsessif de la curiosité compulsive, disons que cette période pandémique a été quelque chose qui est resté dans notre tête beaucoup et on a été très curieux, beaucoup même avec du recul sur la situation pour essayer de comprendre au juste qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il reste des choses, moi, qui sont pas réglées toujours dans ma tête, mais peut-être que c'est juste ma maladie de curieux compulsif qui parle, qui sait. Mais en tout cas, je trouve que c'est physiquement impossible de ne pas rester sceptique par rapport à tout ce qui s'est parlé, sans bien sûr minimiser l'aspect souffrance et traumatisme qui se sont passés dans nos vies personnelles à tous et chacun, je crois, à différents degrés par rapport aux gens que nous avons perdus durant cette période. Il ne faut pas minimiser ça du tout. Mais avec du recul, je pense qu'on peut quand même se poser des questions sur la question, sur le sujet plutôt, ou l'angle scientifique et statistique de ce qui s'est passé dans la pandémie covidienne. Alors, j'avais tenté en 2023, je crois, déjà, alors de mon ancien podcast, de recevoir l'invité que nous allons recevoir, donc accueillir aujourd'hui, qui est situé de l'autre côté de l'Atlantique, pour moi, ici au Québec, en France. Et cette personne-là, c'est une personne qui a fait partie de l'écosystème, on pourrait dire, alternatif médiatique français, qui s'est développé même durant la pandémie de façon un petit peu plus structurée, comme ici au Québec. Et ce qui m'avait passionné à ce moment-là, c'était d'observer non seulement la division entre le narratif des médias centraux, mainstream, comme on peut dire, euh, versus celui alternatif, mais même si on prenait une loupe et qu'on zoomait un peu plus sur le milieu ou l'écosystème alternatif, il y avait des divisions de camps entre les compréhensions ou les théories ou les hypothèses de ce qui se passait pendant ce moment-là, qui se sont développées et renforcées, chacun dans leur faction et qui finalement ne se sont pas nécessairement réconciliés encore jusqu'à ce jour. Vous savez, ici, si vous suivez un peu le projet, on est toujours un peu l'alternative de l'alternative. C'était le cas pendant la pandémie. On s'intéressait à une question spécifique dont on va discuter un petit peu aujourd'hui. Il y avait des hypothèses sur les fuites de laboratoire, ivermectine, pardon, hydroxychloroquine, psychose sociale de masse. Il y en a même qui ont parlé de venin, de serpents, de nanoparticules, etc. Mais on ne peut pas avoir des hypothèses sans qu'elles soient soutenues et bien informées par des données pour pouvoir les tenir comme crédibles ou non. Et ici, c'est là que notre curiosité nous a amené à s'intéresser à un invité comme celui d'aujourd'hui, parce que pour avoir une théorie qui se tient, ça prend des données chiffrées. Il faut comprendre un peu ce que les chiffres disent. Et c'est l'apanage de M. Pierre Chaillot, statisticien, qui a écrit 2 livres pendant la pandémie et un petit peu après. Le premier était Ce que révèlent les chiffres officiels, alors qu'on avait une distance sur la pandémie. Et également, ensuite, en 2023, Victime de vaccin COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels, paru, je crois, au printemps de cette année en 2025. Alors, on verra aujourd'hui ce que disent les chiffres officiels pour lui après quelques années de recul sur la pandémie. J'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir pour vous, c'est Monsieur Pierre Chaillot, statisticien. Alors, Monsieur Chaillot, bonjour et bienvenue à J'essaye d'arrêter. Comment allez-vous aujourd'hui du côté de la France? Bonjour Gab, ça va très bien ici en France. On n'a pas un temps de folie, mais c'est normal. C'est l'automne, même plutôt, on a dépassé la moitié de l'automne, donc tout va Ouais. bien. Ouais, bien, même chose ici, bien sûr. Les températures, là, la nuit, ça passe sous le zéro ici tranquillement. Et puis le matin, c'est frisquet pas mal au Québec, comme on dit. On va en passer une autre hiver. On n'est pas encore rendu à le réchauffement climatique ne nous a pas encore amené ce temps tropical qu'on espère finalement quasiment ici dans le Nord, mais ça, c'est un autre sujet. Monsieur Chaillot, merci énormément, premièrement, pour votre temps et merci aussi pour votre contribution, je dirais, à l'écosystème scientifique alternatif pendant la pandémie. De mon point de vue, moi, quand je vous ai découvert, je crois que c'était
probablement rendu à fin 2020 ou 2021, quand vous avez commencé à prendre parole, je crois même, avec certaines vidéos YouTube. Je me souviens plus de la date exacte. Mais je suivais, moi, c'est ça, le groupe, ce groupe qu'on pourrait qualifier de hyper alternatif, spécifiquement centré autour des États-Unis, mais avec des racines jusqu'à la période du VIH, du Perth Group en Australie. Madame Papadopoulos, je me souviens plus de son nom exactement, qui avait rédigé beaucoup de travaux pendant cette période-là sur la question de la virologie, finalement, mais d'un point de vue scientifique et de comment comprendre l'existence des virus et la maladie en tant que telle plus largement. Donc, il y avait un groupe qui s'était formé autour de ça, mais qui est vraiment resté en marge, comme je disais, jusqu'à ce jour. Ça a été mentionné ici au Québec plusieurs fois, mais ça n'a pas été approfondi beaucoup comme sujet. Maintenant, ma perspective à vous, c'est que quand vous avez commencé à vous intéresser à ça, vous avez écrit votre livre et qu'au fil des 3 années, vous avez eu un développement personnel qui vous en est amené à ce moment-là, je crois, à vous associer plus ou moins directement, vous me le direz, à ce groupe-là au travers de gens comme Samantha Bailey et Mark Bailey, son conjoint, en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, pouvez-vous. Donc, comme je vous disais avant de commencer, et pour les auditeurs, aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de toute la pandémie et de tout ce que les chiffres, parce que M. Chariot a fait des entrevues à ce sujet-là, beaucoup, et je vais mettre celle-là ici au Québec avec Héloïse Bois de Hello veut savoir dans les commentaires. Donc, vous pouvez compléter le sujet d'aujourd'hui avec cette entrevue-là. Mais maintenant, donc, cette évolution que vous avez vécue en lien avec ce sujet-là, pouvez-vous me reguider un peu dans quand vous avez entendu parler de la question de l'équipe No Virus, comme on disait dans le jargon alternatif, et ce que votre perception des chiffres par rapport à vos statistiques que vous avez fait selon votre expérience de carrière personnelle vous a dit à ce moment-là? Alors, déjà, moi, j'ai commencé à diffuser des vidéos en critiquant les mesures prises dans le cadre de la crise Covid-19 dès le début de l'année 2020. Parce que dès le début, donc, j'ai dit que ça n'allait pas en termes on va dire, de niveau de mesures prises par rapport à ce qu'on voyait dans les chiffres sur le nombre de décès dans le monde ou qui paraissait tout à fait normal dans une année classique, quoi, ou même de nombre de malades. Donc je me suis exprimé assez tôt, hein, dès février 2020 à ce sujet, en rappelant la démographie. Et à cette époque, évidemment, j'adhérais complètement au narratif officiel d'un virus qui se répandait d'humain à humain et qui rendait les gens malades, provoquant des maladies. Donc ça c'est quelque chose auquel j'adhérais puisque ça faisait partie de ma culture scientifique, on va dire, inculqué à l'école ou bien par les médias. Donc voilà, ça, j'avais pas de remise en cause. Ce que je remettais en cause, c'est le niveau de gravité de ce que nous subissions. Où là, il y avait une pression médiatique et des mesures qui étaient mais complètement délirantes par rapport aux résultats statistiques qu'on avait en termes de décès. Voilà, donc je me suis cantonné là. Ça, je l'ai démontré de plusieurs manières et ça a été plein de vidéos pendant l'année 2021 où je suivais les statistiques de décès pour expliquer voilà, qu'il se passait rien qui méritait un tel engouement médiatique et des réponses politiques ou de prétendue santé qui allaient avoir des impacts colossaux dans la société et dans l'économie. Enfin, mon Ouais, dada, ouais. c'est plutôt l'économie initialement. Voilà, et il a fallu attendre 2021 pour que je m'intéresse à la question, mais finalement, est-ce que nous sommes bien face à un virus tueur qui se répand et qui ravage l'humanité? Et donc ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé à me poser la question. Parce qu'avant, je pensais que c'était quelque chose qui était complètement démontré, acquis, et il n'y avait rien à revoir à ce sujet. Et ben, c'est Et si, avec un, mini parenthèse, si on se replace mettons, entre février 2020 et 2021, est-ce que vous aviez vu ou entendu parler de ces gens-là qui parlaient de ce problème-là et vous aviez refusé le truc du revers de la main ou vous aviez même pas vu ça passer du tout? J'avais rien vu, on va dire, de très construit, juste des commentaires sur ma chaîne de gens qui disaient oui, mais en même temps, les virus n'existent pas, etc. Bon, après, j'ai des gens OK, OK. sur ma chaîne qui, quoi que je dise, me disent oui, mais en fait, la Terre est plate, etc. Enfin bref. Exact. Donc, à l'intérieur, enfin,
surtout les commentaires, il y a des choses qu'on suit, des choses qu'on laisse, parce que voilà, on n'y est pas sensible. Donc ça, j'y étais pas sensible et je pensais que ça faisait partie, on va dire, du déni classique de gens. Ouais, Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Moi, je suis complètement contre toute forme de censure. Chacun a le droit de dire ce qu'il a envie. Mais c'est juste que je laisse couler, quoi, peu importe. ouais, ouais. Donc oui, j'avais déjà vu, mais rien qui me semblait très construit. Je suis pas sûr qu'en plus, ce genre de, pour faire une toute petite parenthèse, ces groupes sont tellement peu suivis et peu écoutés que parmi les gens qui les écoutent, enfin, il y a des gens qui les écoutent, mais qui n'ont pas non plus forcément un niveau de compréhension, parce qu'il y avait très peu de gens qui les écoutaient, et en tout cas, ils n'étaient pas capables, dans des commentaires de vidéos, de donner envie aux autres de s'intéresser, hein. C'était juste du déni, mais ça n'existe pas, et on ne touche pas les gens comme ça. Donc ça manquait un peu d'argumentation. Je termine la parenthèse là. Ouais, ouais, Euh, et j'en parle souvent, mais c'est quand on a fait une vidéo, un Zoom avec Jérémy Mercier, Marine Baudin et Denis Rancourt, qui est ancien professeur de l'Université d'Ottawa, ouais. et chercheur dans plein de choses, où j'ai découvert que j'avais possiblement une compréhension erronée de la situation. Pour la petite histoire, j'ai passé la quasi-totalité de mes vacances de février 2021, je crois, ou les vacances de Pâques, je sais plus, mais du coup 15 jours complets derrière mon PC à essayer de modéliser à l'aide des données la transmission du virus en France et sa diffusion dans la population. Et ça marchait pas du tout comme je voulais. Ça m'étonnait d'ailleurs, parce que c'était tellement quelque chose qui était acquis, le fait que le virus se diffusait, machin, que je m'étonnais de rien réussir à modéliser de manière propre. Et j'ai fini par m'arranger avec la réalité, on va dire, avec les chiffres, c'est-à-dire à pondre un modèle qui réussissait à peu près à coller à la réalité, mais en choisissant des critères. En fait, on peut toujours faire coller un modèle à ce qu'on veut. Ouais. Et donc là, j'ai fini par prendre arbitrairement des trucs en me disant, ah bah c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que et j'ai diffusé une vidéo qui est encore sur ma chaîne à l'époque, où j'explique comment le virus s'est diffusé à l'aide d'un modèle mathématique qui montre comment ça fonctionne. Et c'est là que Denis m'a dit, c'est n'importe quoi cette vidéo, il n'y a aucune diffusion de quoi que ce soit. Et notamment, ce qu'on nous apprend en démographie, c'est la diffusion de la grippe l'hiver, avec un pic de mortalité en hiver en Europe qu'on voit partout. Il me dit, mais regarde les statistiques, tous les pics de mortalité dans l'hémisphère nord, en hiver, il y a des pics de mortalité des personnes âgées, hein, c'est tout le temps. Et en fait, il me dit, c'est synchronisé sur tout l'hémisphère nord. Il n'y a aucune transmission. Tout le monde meurt en même temps. Donc, cette histoire de virus qui se répand alors que tout le monde meurt en même temps, ça va pas. C'est juste un parfait contre-exemple qu'on a souligné que ça se passe pas comme ça. Donc, Et si je vous suis, dans le fond, ça veut dire que vous essayez de modéliser pour faire un retour sur l'année, mettons, 2020-2021, tout à fait. visuellement, comme sur une carte, de voir un peu la transmission, même géographiquement, dans l'espace, sur les terres Exactement. du virus. Mais ce que Denis Rancourt vous a fait comprendre, qui, je crois, avait étudié en physique et qui est un chercheur polyvalent là, ici au Canada, je mettrai le lien aussi de M. Rancourt dans les commentaires, il vous avait dit, dans le fond, que toutes les pics de mortalité arrivaient en même temps et qu'on ne voyait pas d'expansion virale géographique, c'est ça? C'est ça, ce qu'on cherche à modéliser, c'est une espèce de tache d'huile qui s'étend, Ouais, où on verrait les morts qui se diffusent voilà, de manière géographique. Et je m'étonnais de ne pas avoir de travaux là-dessus, mais en fait, ça marche pas du tout. Il n'y a aucune diffusion géographique de la maladie ou de la mortalité, liée notamment, par exemple, à ce qu'on appelle la grippe hivernale. Ça n'existe pas. Les gens tombent malades et décèdent en même temps dans tout l'hémisphère nord. Et donc la fable qui est racontée, c'est oui, mais c'est parce que c'est l'hémisphère sud qui contamine l'hémisphère nord. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans cette histoire, euh, puisque on ne peut pas avoir un phénomène de transmission où tout arrive en même temps. Il faut forcément un décalage. D'abord, il y a des gens qui sont malades quelque part, puis ça se diffuse. C'est que comme ça que ça peut se passer. Il n'y a même pas de débat à ce sujet. ouais, puis c'est ça qu'on Euh, entend de toute façon partout dans les médias. On dit que Tout à tel fait. endroit, le virus va à une place par un avion, par un aéroport, et puis ça se diffuse dans le. Mais là, Voilà. les Il n'y a données ne aucune trace de confirment ça. pas cette truc. Et là, vous aviez remarqué que c'était la même chose finalement avec les données statistiques de la pandémie. Ça faisait la même chose que la Avec grippe, c'est ça? Tout à fait. Qu'on prenne les données Covid ou qu'on prenne les données grippe, si on veut, et la mortalité qui va avec, on a le même problème.
c'est-à-dire une mortalité qui est synchrone un peu partout, dans les seuls endroits où il y a de la mortalité, hein, parce que pour ce qui est de la mortalité Covid, il n'y a que certains endroits où on observe de la mortalité, donc dans des territoires très précis, et pas du tout à côté, hein. Bref, ça a été après des travaux supplémentaires que j'ai fait après. Donc, en termes de diffusion, on voit absolument rien. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et donc, la grosse remise en question de tout mon travail, pour vraiment recommencer à zéro, hein, un great reset, comme on dit, ça a été cette prise de conscience à partir on doit être avril-mai 2021, où je me dis, bah, ça va pas. Je crois savoir quelque chose, comment fonctionne la maladie, ce que sont les virus. Et en fait, si vous voulez, les statistiques, c'est ce qu'on sert à la fin de façon à vérifier si la théorie tient la route. On a une théorie scientifique, et ensuite, normalement, on met en place un protocole témoin, etc. On fait des statistiques, et les statistiques sont là uniquement pour challenger la théorie. Les statistiques ne servent qu'à une seule chose, c'est à faire tomber la théorie. C'est-à-dire qu'on essaye de prouver que la théorie est fausse. Si on ne réussit pas à prouver que la théorie est fausse, on dit que la théorie tient la route. On ne prouve pas qu'elle est vraie. On n'a pas réussi à démontrer qu'elle était fausse. Là, sur l'idée de la transmission, qui expliquerait ce qu'on a vécu qui s'appellerait Covid ou ce qui s'appellerait grippe chaque année, les statistiques de tous les pays qui sont à notre disposition, notamment en Europe, on a quand même un gros pool de données bien renseignées sur le suivi de la mortalité. Les statistiques montrent sans enfin, aucun doute que la théorie du virus qui se transmet dans la population et qui est responsable des décès, ça c'est faux. Ça ne fonctionne pas. On peut tirer ce qu'on veut comme théorie derrière, mais en tout cas, cette partie-là est fausse. Et ça fait tomber en cascade la totalité de ce qu'on est en train de nous raconter. Arrivé à cette conclusion, évidemment, je commence à m'intéresser, comment est-ce qu'on a réussi à mettre en évidence le fait que ce sont bien des virus qui rendent malades, qu'il y a bien des maladies spécifiques, avec des virus spécifiques qui déclenchent telle maladie spécifique, etc. Donc en fait, c'est l'approche, on va dire, inverse de quelqu'un comme Mark Bailey. Mark Bailey, il s'intéresse à la microbiologie initialement, donc vraiment, il s'intéresse à comment est-ce que les chercheurs ou les virologues disent qu'ils mettent en évidence avec tout un tas notamment voilà, que ce soit la culture virale, que ce soit les photos par microscope électronique, que ce soit le séquençage ou leurs tests. Voilà, ils s'intéressent à cette partie-là pour dire il n'y a rien qui va scientifiquement dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, je m'intéresse à l'autre bout de la chaîne, l'autre extrémité, qui est le final, c'est-à-dire les statistiques mesurables dans la population. Et voilà, donc on s'est rejoint avec Marc, si vous voulez, où moi je dis, il n'y a rien qui va en termes statistiques dans la population sur l'histoire que vous êtes en train de raconter. Donc après, je suis descendu pour essayer de comprendre à partir de où ça merdait, jusqu'à arriver Jusqu'au aux mécanisme. questions, voilà, jusqu'à arriver aux micro-organismes, comment font les virologues, comment travaillent les microbiologistes, etc. Parce qu'ils font des stats tout du long aussi, hein, quand ils font des études. Enfin bref, donc je suis descendu. Bon, la conclusion, c'est qu'il n'y a rien qui va du tout dans la méthode, alors que Marc, c'est l'inverse. Marc, il s'est intéressé d'abord aux questions microbiologiques pour en effet challenger en permanence les virologues. Donc, ces deux approches qui sont aux deux extrémités, mais on a une conclusion commune sur l'ensemble de ce qui s'appelle la virologie d'aujourd'hui, hein, la virologie moderne, c'est qu'elle ne respecte pas la méthode scientifique à aucun moment. Donc voilà, c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui, mais la démarche est ça. C'est une démarche de questionnement avec des certitudes qui sont celles de la plupart des gens qui ont été à l'école finalement, et puis de se rendre compte d'une certaine manière, moi c'était par les stats, qu'en fait ça va pas, ça tient pas la route du tout. Peut-être une petite précision. Ouais. Moi, j'ai plutôt un parcours en économie Ah et ben c'est on ce que m'a appris j'allais. tout un Ouais. tas de choses en économie, voilà, ou que ce soit en école d'ingénieur ou avant. J'ai déconstruit par des lectures personnelles aussi ce que j'avais appris à l'école en économie, ce qui est censé être l'apothéose économique d'un territoire, d'un pays, tout ça, tout est bidon dans ce qui nous est appris parce que on nous apprend la bonne pensée économique du moment qui est un certain endoctrinement. Donc moi, j'avais fait tomber mes croyances économiques aussi en bossant les statistiques, en me rendant compte que les statistiques disent l'inverse de ce que j'avais appris à l'école, et puis en m'étant ouvert à d'autres lectures.
Donc ce chemin où on se rend compte Et ça, que vous ce dites que qu'on a vous aviez appris à fait ça, l'école. c'était avant 2020, ça déjà? Oui, oui, ça c'est bien avant 2020, c'est dès le début de ma carrière professionnelle. Ouais, OK. Voilà. Donc j'ai déjà quand arrive cette question de la virologie, j'ai déjà un certain passif où je sais qu'on peut avoir appris des choses qu'on doit remettre en question si on veut avancer, faire confiance à des travaux qu'on fait, aux chiffres qu'on peut aller chercher, des chiffres officiels qu'on va sur Internet où on fait ses propres stats, on se rend compte que ça correspond pas à la théorie, s'ouvrir à d'autres théories économiques de façon à voir que oui, il y a plein d'autres théories qui existent et qu'il y a des théories qui sont pas forcément justes, mais juste tiennent la route. C'est-à-dire qu'elles ne se font pas démolir par la première statistique qui passe. Voilà, l'apothéose ou la panacée apportée par la microéconomie et puis bah, ce qu'on appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, ça tient pas 2 secondes quand on la confronte aux statistiques qui sont à notre disposition. Je veux dire que ça n'apporte les bons remèdes qui se sont apportés dans la population par ceux qui prêchent ce genre d'économie, il n'y a pas besoin de creuser très loin pour se rendre compte que ça fait du mal aux gens qui vivent dans les pays où on les applique. C'est juste ça. Donc c'est comme ça que je dis que ça tient pas ça tient pas la comparaison de 2 secondes. Et on peut s'ouvrir ensuite à d'autres économistes qui ont d'autres approches pour se rendre compte que oui, avec d'autres approches, peut-être que les gens profiteraient un peu mieux de leur vie et de leur travail. Voilà. Ben, pour la virologie, c'est pareil. On a une approche où, avec certaines statistiques, on se rend compte que ça tient pas la route du tout. Ça ne résiste pas à la confrontation avec les données qui proviennent de la réalité. Et donc, voilà, il y a d'autres théories qui tiennent juste mieux la route que ça. Wow, ben merci beaucoup. En fait, justement, j'étais très, très curieux de voir votre état d'esprit déjà en arrivant en 2020. Qu'est-ce qui faisait que vous aviez une ouverture, une facilité à avoir pu aller dans ça? Et même si ça a pris un an et demi à vous rendre là, c'est pas tout le monde qui a cette ouverture, cette flexibilité-là mentale de pouvoir considérer justement les théories alternatives comme ça, pour au moins essayer d'aller voir, ben, ça doit être faux, mais je voudrais aller voir plus loin pour m'assurer que ce soit faux, ce que cette personne-là avance. Et ça me fait, en fait, je veux juste vous partager mon point de vue, étant donné que vous m'avez partagé le vôtre. Moi, j'étudiais mais il y a longtemps aussi, il y a 20 ans, là, tu sais, j'étudiais en physique à l'université à Montréal, ici au Québec. Et puis, j'ai pas gradué finalement, j'ai changé de programme. Mais après, j'étais toujours passionné de physique malgré tout dans ma vie après, tu sais. Donc, toute la cosmologie et puis le modèle standard des particules et tout ça, c'est quelque chose qui me passionnait depuis, sérieusement, depuis 2010 de mon côté, par intérêt personnel. Parce qu'il y avait quelque chose, toujours, je me posais des questions. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'était pas rendu dans une société plus avancée technologiquement que ça. Et également, je me posais des questions par rapport à la spiritualité, tu sais, le cosmos et tout ça. Je voulais être astronaute, là, tu sais, quand j'étais jeune et tout. Et donc, moi, entre 2010 et 2015, justement, mes lectures, mon désir de comprendre et cette curiosité-là que j'avais par rapport à ça m'avait amené déjà en 2015, là, j'ai envie de dire vraiment d'avoir fait un changement de compréhension sur l'aspect de la physique par rapport à la question du médium, donc de ce qui est appelé communément l'éther dans le passé, ou le point de l'énergie du champ zéro, le champ du point zéro, ou le vacuum de fluctuation quantique, là, maintenant les gens l'ont renommé comme ça. Euh, donc j'avais déjà un peu fait un espèce de switch à ce niveau-là, très fondamental au niveau de la vie, mais donc, j'avais des visions alternatives sur la santé, tu sais, donc je m'étais intéressé aux jeunes et puis toutes ces choses-là, quand tu tombes là-dedans, à cause de l'aspect spirituel et tout ça, et pour ma propre quête de santé personnelle. Mais j'avais pas fait du tout de lien avec comment analyser le cosmos, là, si on veut, ou la physique de cette façon, et comment marche la vie dans le corps humain. Donc, moi, en fin janvier, au début février 2020, quand j'ai vu, c'est une vidéo, je pense, de 8-10 minutes de Dr. Tom Cowan, qui était dans une salle avec un tableau blanc, et ça, c'était pas très long, et il parlait du livre Invisible Rainbow, que vous avez dû entendre parler après de Arthur Firstenberg. Et il faisait justement déjà le cas en janvier ou février 2020 que selon lui, la virologie ne respectait pas la méthode scientifique. Et quand j'ai vu ça, moi, il y a comme deux mondes qui se sont synchronisés ensemble dans ma tête et j'ai fait, ah, mais mon Dieu,
si j'avais déjà cette compréhension-là inverse du monde, c'est-à-dire que le monde à l'intérieur marche probablement à l'inverse aussi. Et donc, dans le fond, c'est l'environnement qui décide de tout. On doit avoir le même médium à l'intérieur du corps, finalement. Et je voulais vous lancer, en fait, une petite question. Suite à ça, en fait, donc moi, en fait, c'est de là que j'arrivais. Et donc, ça a été ma facilité à moi d'avoir cette ouverture vers une autre compréhension rapidement quand même. Et qui s'est renforcée avec toutes ces recherches-là, ces podcasts et ces articles, les articles de Marc Bellé, tout ça au fil des mois et des années suivantes. Donc, vous, en fait, après ce déclic initial-là, à la mi-2021, si on veut, comment ça s'est passé dans votre tête et est-ce que ça vous a amené à vous questionner justement plus sur d'autres choses en lien avec la santé, la biologie et aujourd'hui, en fait, cette bifurcation-là dans vos points de vue sur la compréhension de l'expansion virale des virus et de la pandémie et de l'infection, euh, jusqu'où ça vous a amené à réviser en fait votre point de vue général sur la santé et tout ça? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez comme une autre compréhension? Ce serait quoi votre point de vue aujourd'hui en 2025 là, suite à ces 2 années-là? Alors, à la suite de ces travaux-là, je me suis posé la question. Alors, quand on regarde les statistiques de décès depuis 2020, il y a bien des pics de décès à certains moments qui ont été attribués en disant, regardez, ça c'est le virus qui a tué des gens, etc. Dans certains endroits très particuliers, avec que certaines tranches d'âge, du coup, quand même, ça pose problème à un principe de diffusion. Le fait que ça se cantonne à des endroits précis en touchant des personnes d'âge précis, hein. Quand on voit des choses comme ça, c'est plutôt qu'on est en train de regarder des trucs administratifs que quelque chose de naturel, hein. La nature, a priori, elle ne met pas des barrières d'âge et ne se Non, cantonne pas à des territoires géographiques. Enfin, la géographie, ça n'existe pas dans la nature. Enfin, je veux dire, les frontières géographiques. Il y a des frontières naturelles, mais les frontières de départements, de pays, la nature s'en fout. Enfin, on n'a pas des virus qui s'arrêtent à la douane pour changer. Enfin, ça n'a pas de sens. oui, c'est ça. Et c'est même un argument qu'on entendait beaucoup pendant la pandémie d'ailleurs. Ah, mais les virus ne discriminent pas, il n'y a pas de discrimination virale, donc il faut que tout le monde Oui, prenne les mêmes mesures en même temps, tu sais. oui, c'est ça. Alors que du coup, dans les statistiques, non, il y a des vraies frontières qui apparaissent. Et donc ça va pas du tout, hein, dans l'explication. Donc, concernant la diffusion des virus, il y a le problème où on voit que la diffusion s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts géographiques, donc il y a des frontières en termes de mortalité, donc là, ça va pas du tout. Et puis, il y a aussi des problèmes temporels, c'est-à-dire qu'on a, en Europe, quand on fait attention, on a des pics de mortalité ou des chutes qui correspondent à des décrets, à des lois qui arrivent à certains moments. Et donc, ça va pas, le virus se conforte pas aux décisions juridiques, enfin, on s'amuse presque même si c'est dramatique, mais quand on regarde les statistiques, à découvrir qu'on a un virus qui respecte la géographie et les dates des décisions, des décrets, quoi, enfin des lois qui sont publiées. Ça va pas du tout. Et donc la question qui s'est posée dans mon analyse à partir de 2022, c'était bon, j'oublie le virus pendant quelque temps et j'analyse les statistiques en me demandant pourquoi les gens meurent à ces moments-là, à ces dates-là précisément et dans ces tranches d'âge-là. Et j'étudie justement la totalité des lois qui sont mises en place, des décrets et les impacts qu'elles vont avoir sur la santé des gens. Et c'est comme ça que, notamment dans mon premier livre, hein, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, pardon, je démontre pour la France, parce que pour la France, c'est plus facile pour moi de trouver la totalité des décrets qui sont posés, des lois, des consignes qui sont données dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Et je démontre qu'en fait, la totalité des pics de mortalité qui sont observés sont dus à des mesures qui sont prises et qui sont volontaires. Et donc, voilà, il y a pas besoin de faire intervenir aucun virus à un moment, sauf le virus de la peur peut-être, qui pour le coup se répand à la vitesse de la lumière, hein, à la vitesse de la télévision Ouais, ouais, c'est ça. et d'Internet. Mais voilà, donc on explique la totalité des hausses et des baisses de mortalité. Alors, il y a les hausses et les baisses de mortalité habituelles qu'on a tous les ans. Et puis celles qui sont inhabituelles, on est capable de montrer qu'elles sont dues à des mesures prises à l'instant où elles sont prises. Et c'est tout. Et donc, il n'y a aucune trace à aucun moment d'un nouveau virus tueur qui serait apparu et qui aurait fait quelque chose, hein. Si on a eu des décès en trop, et c'est pas beaucoup, mais on a eu un peu des décès en trop, surtout en année 2020, c'est à cause des mesures qui sont prises.
Donc, c'est ça. En Notamment. fait, quand vous dites décret en France, le terme décret au Québec, nous, on appelle ça, mettons, les mesures sanitaires, en fait, là, je pense tout simplement, ou les mesures COVID. Et donc, si je comprends bien, c'est en voyant que quand un gouvernement, le gouvernement français en l'occurrence, mais probablement que c'était la même chose au Québec, quand le gouvernement change ou qu'il y a un nouveau, ce qu'il appelle un protocole standard médical par rapport à la COVID qui est changé, qui est appliqué ou socialement une mesure sanitaire après cette implémentation-là gouvernementale, il y a des impacts sur la mortalité directement observables, mais on ne voit pas l'expansion, encore une fois, d'un virus de transmission en Non. dessous de tout ça. C'est juste la mesure qui change la mortalité. Et donc, ça ne fait pas de sens, encore une fois, avec la compréhension scientifique de l'expansion virale géographique d'un virus. La principale mesure, et même qu'on peut, mesure gouvernementale ou mesure dite de santé, ça a été pas de soins pour les personnes qu'on dit qu'elles ont la Covid, et à la place, quand elles sont âgées, on les accompagne vers le décès avec des médicaments palliatifs. Ça a été notamment le médicament qui s'appelle le Rivotril en France, le midazolam dans les pays anglo-saxons, Ouais. qui tue les patients, tout simplement, hein. Et donc, au moment où sont pris les décrets disant on fait ça, on a une explosion de la consommation de ce médicament et une explosion de la mortalité. De la mortalité de personnes âgées, donc ça fait un vrai pic de décès de personnes âgées, qui sont des personnes âgées qui, quand on fait des calculs statistiques, elles avaient peut-être 6 mois d'espérance de vie. Donc on est plutôt sur de la personne en fin de vie qui est malade à ce moment-là et qui est terminée de manière médicamenteuse. Et ça explique tranquillement les pics de décès observés dans les pays occidentaux. Ça, plus l'abandon, plus on ajoute aussi le fait qu'ils n'ont pas mis la mode à un moment de mettre les gens sous respirateur artificiel, ce qui tue les gens. Enfin, tout un tas de petites mesures comme ça qui expliquent toutes seules, dans la panique, l'augmentation de la mortalité et pas du tout le moindre virus. Et donc, c'est voilà, ces découvertes-là, et on démontre que tous les pics de mortalité s'expliquent par des mesures qui sont prises. À partir de 2021, on a des pics de mortalité qui sont liés au vaccin, c'est-à-dire qu'on a une campagne de vaccination, et pile quand on vaccine les gens, il y a des pics de mortalité. Alors, les pics de mortalité ne sont pas hyper hauts, mais ils sont suffisamment hauts pour se voir. Donc là, voilà, il y a bien des décès en trop, et notamment des décès de jeunes en trop qui arrivent à partir de la moitié de l'année 2021, quand on les vaccine en masse. Et ça, même les instituts de statistiques le public, hein, dans les bilans démographiques 2022, ils disent, ah, c'est marrant, à partir de 2022, on a trop de jeunes qui meurent, on ne sait pas pourquoi. Le Covid, ça expliquait les morts des personnes âgées. C'était pas le Covid, c'était les choix médicamenteux, mais bref. Donc voilà, il y a vraiment des explications simples, avec quasiment en face de chaque pic de mortalité un type de produit dit de santé qui explique la hausse de mortalité, et ça fonctionne très bien. Donc on n'a pas besoin de l'histoire du virus. Donc c'est à partir de là, on dit, bah, il n'y a absolument pas besoin de cette histoire de virus pour expliquer ce qui s'est passé, où on creuse un peu, on dit, bah, comment vous faites exactement pour identifier des virus? Et c'est là qu'on s'intéresse au travail des virologues, des microbiologistes. Voilà, notamment c'est un des travaux de Mark Bailey, il y a Tom Cowan qui en parle, il y en a d'autres, il y en a d'autres, pardon, et qu'on découvre que, voilà, pour dire qu'il y a un virus, il ne respecte absolument pas la méthode scientifique. Et la meilleure manière peut-être de comprendre, c'est qu'en fait, il ne pose jamais la question. C'est-à-dire qu'un scientifique se pose la question, y a-t-il un virus? Ce serait lequel et comment faire pour l'identifier proprement? Le virologue, c'est il y a un virus, point. Vous êtes malade, il y a un virus. Donc là, vous parlez dans la vision scientifique de quand un événement arrive et là, on commence à analyser la situation. Il y a par exemple des nouvelles mortalités, des mortalités incomprises qui surviennent ou des gens qui ont des nouveaux symptômes peut-être à ce moment-là. Et idéalement, lorsqu'on voit ça, on devrait se poser la question, mais que se passe-t-il? Quelle est la cause? Et il peut y avoir différentes causes potentielles à ce nouveau type de mortalité, mais dans l'esprit idéologique principale de la question de la virologie et même de la santé publique en Occident, j'ai envie de dire. C'est comme si aussitôt on dit ça va être quelque chose qui se répand et ça va être viral et donc on prend la loupe de la viralité directement et on va analyser uniquement avec ça à la place de considérer d'autres sources potentielles qui pourraient expliquer ces mortalités-là. Tout à fait. Pour exemple, avec Jacques Collin Verdière, qui est un ingénieur aussi, il a travaillé dans la chaîne du froid. Donc il est assez sensible au fait que, par exemple, les ouvriers qui travaillent dans des conditions de froid, ceux qui découpent la viande, par exemple, Ah, ok, ok, ouais. ben, en fait, ces ouvriers-là tombent malades. Ils tombent malades avec des choses qu'on va appeler grippe en plein été, hein. Et donc, il n'y a pas de cluster, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se répand, Hmm. on a des ouvriers qui tombent malades.
Et donc, lui, il soupçonne la qualité de l'air, le fait que quand l'air est froid, en fait, il est sec, parce qu'un air froid contient très peu d'eau, et donc ça abîme les poumons de plein de manières différentes. Et donc, voilà, c'est plutôt de l'irritation pulmonaire profonde qui va déclencher ce qu'on peut appeler grippe, des problèmes de respiration, etc. Donc, ça veut Euh, dire que, excusez-moi, mais j'avais pas, je pense que j'avais jamais entendu parler de cette statistique-là, même dans toutes mes lectures et tout ça, et podcasts et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a façon statistiquement, avec assez de chiffres, pour démontrer que les employés qui travaillent au froid ont des pics de maladie ou de mortalité tout au long de l'année, comparativement au reste des gens qui l'ont seulement l'hiver en termes de grippe. Là, on ne parle pas de statistiques, on parle de l'expérience de Jacques qui a travaillé dans ce milieu-là. Et OK. donc, c'est un souci pour l'industrie, puisque l'industrie, évidemment, n'aime pas trop avoir des Personne ouvriers qui malade. tombent malades et qui vont briser la chaîne de production. Et donc, un des travaux de Jacques, ça a été d'essayer de réguler l'humidité de l'air, voilà, de mettre de la filtration de façon à éviter d'avoir des ouvriers qui tombent malades. De façon, on ne va pas casser la chaîne de production. Parce que le marché, dans le fond, industriel dans ces domaines-là avait un signal comme de quoi qu'il y a un problème Oui, financier de perte de revenus à cause des gens qui tombent malades plus souvent ou perte d'efficacité. Wow! oui. C'est Super c'est intéressant, ça. OK. C'est l'absentéisme. Ah ben, Et ah ben. il y a aussi le problème dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, l'air est vicié. En fait, l'air est blindé d'éthanol, qui est un poison, hein, on se met le gel hydroalcoolique là, qui est mis sur les mains partout en permanence. Ouais. Et donc, il y a des concentrations d'éthanol qui sont dégoûtantes, enfin, qui sont bien trop élevées dans les hôpitaux, ce qui peut aussi créer des lésions pulmonaires. Et donc, il est tout à fait envisageable qu'un énorme tas de ce qui est appelé les maladies nosocomiales, c'est-à-dire tomber malade quand on est dans un séjour hospitalier, soit pas forcément dû à ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les voisins, c'est les virus, les germes, et donc il faut tout le temps tout passer au chlore, à l'éthanol, machin, mais peut-être à la qualité de l'air des hôpitaux, qui sont pas du tout assez ventilés, tellement il y a un nombre de produits dans l'air de désinfection qui est en fait néfaste pour les poumons. Ça, c'est une deuxième partie. Et il y a aussi la partie dans les maisons de retraite où c'est pareil. Quand il n'y a pas assez de ventilation, notamment dans les périodes où c'est en hiver, il fait froid, si jamais ce qui va chauffer la pièce, c'est un radiateur électrique qui va assécher l'air en plus, bah, on va avoir des personnes âgées enfermées à l'intérieur qui respirent pardon, de l'air trop sec, qui va leur abîmer les poumons et puis ils vont tomber malades et puis ils risquent de décéder bien plus que les autres. Donc tout ça, c'est C'est vraiment fascinant, en fait, ces points-là, parce que ça supporte. Parce que quand les gens tombent un peu dans cette compréhension-là, après ça, la question, c'est bon, ben, quelle est la santé, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il y a des gens, justement, comme Tom Cowan et d'autres qui démontraient que, justement, dans le passé, ce qu'on appelait des hôpitaux, ben, tu sais, c'était des endroits qui étaient souvent à l'air libre, avec des fenêtres qui s'ouvraient et les gens devaient aller à l'extérieur, même prendre des bains de soleil, des choses comme ça. Et donc, le fait que vous parlez d'air vicié problématique, ça fonctionne avec cette compréhension-là. En fait, ce que ces gens-là appellent un peu la nouvelle biologie, qui est finalement une nouvelle perception de peut-être de l'ancienne biologie mise à la modernité, peut-être. Donc, merci beaucoup. Très intéressant. Et avec Jacques, en fait, il m'a contacté parce que c'est le moment où le Météo France, qui est les responsables de la météo française, qui reçoivent la totalité des données de toutes les stations météorologiques françaises en temps réel, s'est mis à diffuser ces données sur Internet. Alors qu'avant, c'était payant et il fallait demander des extractions extrêmement précises, c'était très cher, très long. Et là, ils se sont mis à tout diffuser sur Internet en 2021. Donc moi, j'ai récupéré les données de température française et je les ai comparés aux décès qu'il y a en France. Et j'ai découvert, j'ai fait juste une moyenne de la température qu'il fait dans la journée, et j'ai découvert que les décès des personnes âgées sont corrélés, sont liés à 90% à la température qu'il fait dehors. Et c'est une corrélation qui est 90, extrêmement wow. forte. Je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle un Rhodes-Sperman à 0,9 pour ceux à qui ça parle. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière avec deux données. C'est-à-dire qu'on a deux données qui sont indépendantes, la température qui fait dehors, le décès des personnes âgées. C'est pas comme quand je compare, je sais pas moi, le taux de chômage avec, par exemple, même je sais pas, le PIB, c'est l'argent qui circule sur le territoire où il y a quand même un lien entre les deux de base.
même des règles administratives qui font qu'il peut y avoir un lien. Là, il n'y a pas de Le, lien. le PIB, c'est le PIB ici, qu'on on dit les trois lettres au Québec là, pour les gens. Là. Ouais. Ouais, le PIB, pardon. Non, non, Bref, c'est correct. en économie, il y a souvent des liens cachés entre certaines variables. Là, on est sur deux variables parfaitement indépendantes. Le fait qu'elles soient liées à 90%, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que pour expliquer pourquoi les gens décèdent l'hiver, je veux dire plus que d'habitude, puisqu'il y a une montée de décès, si je mets en face la température qui fait dehors, j'ai le lien qui est total. Donc, c'est-à-dire que je peux même prévoir le nombre de morts qu'il va y avoir dans les jours qui viennent si je sais comment la température va évoluer. C'est aussi fort que ça. Wow. Ça marche l'été, hein, pour les canicules, hein. Et pour les canicules, personne ne le remet en question. Voilà. Sauf que ce qu'on a démontré avec Jacques, c'est que ça marche très bien l'hiver quand il fait froid. Ça marche autant pour les écarts vers le froid que pour les écarts vers le chaud, et c'est vrai. Dans les médias, Voilà. de notre côté aussi de l'Atlantique, on se fait marteler l'été à quel point c'est dangereux, il faut se prémunir, il Voilà. faut prendre des mesures spéciales à cause des coups de chaleur potentiels, mais l'hiver, on parle pas tant de ça, en effet. Non. Et l'hiver, d'ailleurs, il y a plein de pubs d'études scientifiques. C'est surtout pas le froid, ça a été démontré, c'est les virus, machin truc. Alors que les statistiques montrent que c'est parfait. Et c'est quand le froid survient qu'on a des décès. Ça veut pas dire que c'est le froid qui tue. C'est parce que le froid, c'est lié, on a dit, à l'ensoleillement, c'est lié à l'humidité de l'air. Donc on ne sait pas quel est le paramètre, si c'est la somme des paramètres, si c'est le fait que les gens sont enfermés chez eux et que c'est encore pire. Enfin, ça peut être n'importe quoi, sauf que c'est parfaitement lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit chercher une cause de la mortalité qu'on appelle la mortalité grippale hivernale, c'est une cause environnementale. Point. Si vous rajoutez le principe du virus à l'intérieur, vous rajoutez une variable supplémentaire qui n'apporte absolument aucun, on va dire, aucun intérêt explicatif. C'est une variable surnuméraire qui est rajoutée de façon à désigner un ennemi pour lequel on va pouvoir vendre des médicaments, que ce soit sous forme de piqûres préventives, appelées vaccins ou autres, mais c'est pas du tout ce que racontent les statistiques. Les statistiques racontent qu'on est en face de maladies, de mortalité qui sont purement environnementales. Et en même temps, c'est super fascinant parce que en faisant ces étapes-là que vous nous faites refaire de ces années-là, quand on peut prendre la question de la méthode scientifique en tête, c'est moi, bon, il y a différentes façons de la décrire, là. Même il y a des camps qui ne voient pas ça de la même façon, mais pour moi, une des choses qui fait partie de la méthode scientifique, c'est justement cette question des variables et de ce qu'on peut appeler le rasoir de Camme. Et donc, Tout à à fait. deux ou trois théories compétitives, celle qui prend le moins de suppositions, le moins de variables incluses à la base, eh bien, c'est celle-là qui en prend le moins, qu'on va considérer comme étant la plus plausible, finalement. Et donc, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en ajoutant la question d'un virus dans le portrait statistique, ça ne change absolument rien. Et donc, pour expliquer pratiquement la totalité des mortalités annuelles dans un pays donné, on n'a pas besoin de considérer l'expansion, la propagation de virus, peu importe lesquels qu'ils soient. En fait, le virus dégrade même le La modèle. qualité. Parce que Wow. ce que montrent les virologues, ils le publient d'ailleurs, hein, c'est que quand ils voient un malade, ils cherchent juste le virus. Bon, bref. La méthode scientifique, c'est pas ça. La méthode scientifique, c'est toujours, j'observe un phénomène, et ce phénomène-là, je pense qu'il a telle cause, et pour démontrer que c'est bien cette cause-là qui crée le phénomène, je dois mettre en place une expérience. Je dois mettre en place une expérience avec, il y a des conditions initiales. Je vais prendre la cause du phénomène, je les mets dans les conditions et je dois observer le phénomène. En face, je dois faire ce qui s'appelle une expérience témoin, c'est-à-dire que je prends les mêmes conditions, il n'y a pas la cause et le phénomène final, il est différent. C'est comme ça qu'on se dit, bah, j'ai bien identifié la cause. Voilà. Or, on a des virologues de partout qui nous démontrent, alors soit qui refusent de mettre en place la méthode scientifique et qui font pas d'expérience témoin, ça c'est le cas classique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais ça demande un peu de creuser, soit quand ils font l'expérience témoin, on se rend compte que ça marche pas. On se rend compte que ça marche pas, par exemple, quand les virologues nous parlent des personnes qui sont dites asymptomatiques.
C'est-à-dire que les... Excusez-moi, petite parenthèse pour le Québec au cas où, là. Donc, quand on dit expérience témoin, au Québec, on parle d'expérience contrôle beaucoup plus en termes de vocabulaire, donc pour les gens. Et rappelez-vous, quand les scientifiques allaient, exemple, à Tout le monde en parle au Québec, etc., sur les plateaux de tournage médiatique, donc les gens nous disent que le standard d'art en sciences, c'est des études qui sont idéalement contrôlées à double aveugle, mais le Tout à fait. contrôlé, c'est l'expérience contrôle ou l'expérience témoin que M. Chaillot parle ici. Et on peut avoir des expériences contrôle positives ou négatives aussi qui vont faire une barrière positive, donc d'un côté de la donnée étudiée et de l'autre côté de la donnée étudiée aussi pour faire une espèce de boîte en fait ou des frontières pour nous permettre de saisir bien le sujet de l'expérimentation en fait, là, quelque chose comme ça, là. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui ne fait pas de sens, là, mais Non, si, c'est ça. Et comme trace qu'on a d'expérience témoin, si vous voulez, c'est le fait qu'ils ont notamment testé toute la population tout le temps pour savoir qui avait le fameux virus à l'aide de tests. Et mhm. quand on regarde les résultats statistiques des tests, on se rend compte que la majorité des gens qui ont des tests positifs sont en parfaite santé, ce qui fait que c'est un virus qui donne la santé, en fait, Ouais, c'est la ça. fameuse histoire de Covid. Et inversement, l'écrasante majorité des gens qui sont malades, des symptômes de Covid, ont des tests négatifs. Donc, il y a rien qui va. Donc, c'est-à-dire que si on prend notre équation, là où on a la température qui fait, et puis les morts, et si on veut rajouter les résultats des tests Covid, il n'y a rien qui va, parce qu'ils fonctionnent à l'envers. Donc, en fait, ils nous rajoutent du bruit, où c'est une variable qui est corrélée à rien du tout. Donc, même quand on utilise les résultats statistiques des virologues qui nous fournissent, quand ils veulent bien nous les fournir, ou bien là, les fameux tests par exemple, il n'y a rien qui va. Il y a des virologues qui ont publié des résultats, par exemple, pour nous parler, alors ça, c'était pas les tests, c'est la culture virale, qui est une autre manière de soi-disant mettre en évidence des virus. On a la même chose. Les cultures virales disent, bah, il y a beaucoup plus de virus chez les gens en bonne santé que chez les gens qui sont malades. Il n'y a rien qui va dans l'histoire. Donc, on est vraiment dans le cas d'une variable surnuméraire qui n'apporte pas d'explication au phénomène qu'on est en train de vivre et qui est du bruit. Et pourquoi elle est rajoutée? Parce qu'en fait, elle est imposée. Et quand on pose la question à des virologues ou à des gens, même des microbiologistes ou des biologistes, mais qui sont voilà, fanats du sujet des virus, la réponse qu'ils ont, c'est qu'ils ne veulent pas remettre en question ça. Les virus, c'est prouvé, c'est ça qui rend malade et tout ça, c'est parfaitement démontré, il n'y a pas de souci. Qui sont capables et qui veulent bien discuter sur des nuances. Mais quand on leur pose la question scientifique, est-ce qu'on peut revenir au centre de la méthode pour voir la manière dont vous prétendez isoler les virus, les mettre en évidence, et on veut discuter du fond de la méthode pour voir ce que vous faites et voir si vous respectez bien tout du long la méthode scientifique, là on obtient une fermeture complète du rideau, incapable de lancer la discussion. Quand on y arrive en off, on est étonné des résultats qu'on trouve. C'est là qu'on arrive face au mur de ce qu'on pourrait appeler de l'académisme, peut-être de Oui, scientifique c'est aussi. ça. Pour les gens qui suivent les gens alternatifs aux États-Unis, il y a je sais pas si tu connais, si vous connaissez, pardon, les frères Weinstein, Eric Weinstein et Brett Weinstein. Brett Weinstein, il a un podcast qui s'appelle le Dark Horse Podcast, très, très populaire aux États-Unis sur les questions de santé, mais M. Weinstein n'a jamais été là sur la question des virus, encore à ce jour. Donc, moi, je suis bien curieux de voir qu'est-ce qu'il en parlera. Mais j'ai apporté les noms, en fait, pour son frère qui s'appelle Eric Weinstein, qui, lui, est un mathématicien qui a fait des travaux en physique et en économie aussi. Vous le connaissez, je vois votre signe. Et lui, il appelait ce phénomène-là le DISC en anglais, donc le Distribution of Ideas Suppression Complex, je crois. Le complexe de suppression de la distribution des idées. Et lui, il voyait ce problème-là en physique depuis les années 70. Il disait que lorsqu'on arrive pour mettre en question le modèle principal fondamental des fondations de base de la physique. Il disait on arrive face à un mur, une espèce de disque fermé hermétique, et là, euh, on ne peut pas remettre la fondation en question parce que sinon, c'est comme si ce serait trop gros, en fait, pour le système global de l'entreprise scientifique. Et j'ai l'impression que vous me décrivez un peu la même chose lorsque vous êtes arrivé à creuser par rapport au domaine de la virologie, finalement, et des pandémies à ce niveau-là. Oui, c'est trop gros sur plein d'aspects. Déjà, même moi, ce serait difficile. J'essaie d'utiliser des termes simples parce qu'en fait, pour discuter de l'ensemble des méthodes en virologie, ça prend un petit peu de temps. Et Ouais, j'ai ouais, essayé ouais. de faire une vidéo explicative sur ma chaîne. Et c'est une vidéo, donc c'est très raccourci. Elle dure déjà plus d'une heure. Bon, il y a Ouais, Tom c'est ça. Cowan qui en parle assez bien. Ouais. Mais voilà, du coup, si vous voulez creuser la question, c'est pas dans cette vidéo-là qu'il faudra faire, mais essayer de creuser de votre côté sur d'autres supports vidéo ou en ayant des lectures de façon à comprendre la problématique et comprendre
les questions qu'on pose aux virologues et où on leur dit, mais là, vous ne respectez juste pas la méthode scientifique. Et vous faites des affirmations qui sont soit gratuites, soit qui sont déguisées derrière ce qu'on appelle les raisonnements circulaires. C'est-à-dire, je suppose quelque chose vrai, je fais une espèce de tarabistouille histoire de perdre mon lecteur, et puis je retombe sur ma supposition initiale. Le raisonnement circulaire, c'est ce qu'on a, si vous voulez, dans les livres religieux. Par exemple, où on arrive au religieux qui va dire ce livre détient entièrement la vérité, puisqu'il a été écrit par Dieu. Ah, d'accord, et ça, comment est-ce qu'on sait que Dieu l'a écrit? Bah, c'est parce que c'est écrit dans le livre. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est écrit dans le livre que Dieu l'a écrit, et voilà, et comme Dieu dit toujours la vérité, donc c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. On ne peut pas Comme- sortir. C'est comme un peu, donc avec la virologie ou la notion des pandémies, c'est comme, bon, on a plein de morts et tout ça, donc c'est causé par un virus qui sépare. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi tu sais qu'il y a un virus qui sépare? Ben regarde tous ces morts. Oui, c'est ça. C'est comme, oup, oup. C'est ce qu'on appelle le raisonnement circulaire. Et donc voilà, on peut se poser, c'est intéressant de se poser la question et d'aller voir les questions qui sont posées aux virologues pour leur dire, mais là, attention, vous ne respectez pas la méthode scientifique et vous mettez en place différentes méthodes complexes, notamment quatre, qui sont un peu toujours les mêmes. Aucune ne prouve formellement qu'il y a bien un virus identifiable dans l'échantillon, tout en font la supposition en se basant sur les trois autres. Et donc voilà, c'est là qu'on a un raisonnement circulaire. Ça fait partie des raisonnements circulaires, d'avoir plusieurs expériences extrêmement complexes les unes les autres, mais qui viennent pas du tout démontrer quoi que ce soit et qui se reposent les unes sur les autres. Notamment qui partent du postulat que de toute façon il y a un virus dans l'échantillon et que c'est pas la peine de poser cette question. Euh, et donc, enfin, donc c'est un peu, c'est assez intéressant, mais ça demande de creuser, ça demande du temps. Et donc, ce que je disais, c'est que ça demande un investissement personnel qui est assez long, et je suis pas sûr que je réussirai à convaincre le moi de il y a 6 ou 7 ans facilement de tout ce que je suis en train de raconter. Et donc, le mur Ouais. du déni qu'on est en train de voir, enfin, c'est difficile de blâmer les autres, sachant que moi, j'ai trouvé ça extrêmement dur à avaler et qu'il a fallu que j'y consacre un temps personnel qui est colossal pour finir par me dire, mais en fait, oui, ça ne tient pas. C'est beaucoup trop gros, oui, en effet, pour que je sois sensible au fait qu'on me l'annonce. Et comme je disais, dans mes premières vidéos où les gens ont commencé à me balancer des trucs comme ça, bah, moi, j'ai mis ça de côté. Il m'a vraiment fallu un gros travail personnel pour réussir à me convaincre moi-même, quoi. C'est assez difficile. Et puis les académies dont on a parlé tout à l'heure, les académies n'ont pas d'autre objectif que de maintenir le système en place. Le système de croyance appelé scientifique si on veut, mais qui est un système de croyance comme un autre, l'ensemble des paradigmes du moment, ce sont les académies qui les tiennent et qui ne risquent pas d'en changer. Les académiciens, ce sont des personnes qui ont été promues, mis sur le devant de la scène pour des travaux qu'ils ont réalisés dans le cadre du paradigme actuel. Si jamais le paradigme tombe, la totalité de leurs travaux tombe avec. Donc, il n'y a pas meilleur défenseur et meilleur frein à la science, quel que soit le domaine, que les académies. Enfin, ils sont là pour tenir et garder leur place, leur siège et leur prestige. Donc, les académies ne sont pas autre chose que des freins à la science qui n'avancent que qu'en démolissant le passé. Ça, c'est un énorme sujet. On n'aura pas le temps d'approfondir tout ça en gros détail, mais faisons peut-être une petite parenthèse de quelques instants sur juste ce sujet-là ici, parce que selon moi, c'est extrêmement important. Et au Québec, c'est pas quelque chose qui a été, je dirais, gratté tant que ça, j'ai l'impression, par nos médias alternatifs. Qui sont moins axés sur la science, mais plus sur les questions plus larges, souvent d'économie ou de la question politique, géopolitique, métapolitique avec Trump et puis tout ça. Mais donc, et ma compréhension, et peut-être vous me direz si je saisis bien un peu l'idée, c'est qu'en fait, donc le système académique, donc de sciences académiques, comporte donc il y a plusieurs pans à ça, mais il y a une question, un, de financement et deux, de littérature scientifique et de postes aussi au sein des académies ou des universités en termes de recherche. Et donc là, pour recevoir du financement, donc de un, les titulaires, les chercheurs finalement, ou les professeurs ou autres, doivent faire des demandes. Et si les demandes sont situées dans un paradigme qui est externe, donc dans le cas de la virologie, qui serait sur une autre cause qu'un virus, il n'y aura pratiquement jamais de financement qui va être accordé. Donc Tout à finalement, les fait. gens se font refuser. De deux, il y a la question du prestige des postes, c'est il y a le jugement des pairs et du milieu qui est là. Et pour garder un poste, il faut publier de la recherche beaucoup. Et donc, pour ça, il faut que ce soit accepté. Et donc, il faut être
dans le conformisme, si on veut, des consensus. Donc, il y a le financement, il y a la question du prestige des postes et la littérature, donc le système aussi de littérature scientifique revu par les pairs, finalement, en est un qui écarte aussi d'une certaine façon les idées alternatives ou hétérodoxes, puisque on dit, ouais, mais là, on va pas refaire le tout, c'est basé sur de la pseudo-science ou de la mauvaise science parce qu'il n'y a pas assez de fondations, donc on va pas accepter ça dans des revues, finalement. Mais alors, finalement, à quel moment est-ce que les idées hétérodoxes peuvent arriver, justement, comme vous avez dit, pour détruire un ancien paradigme? On est en train de se rendre compte qu'il y a plus place, ou en tout cas, il semble pas avoir beaucoup de place à se laisser détruire nous-mêmes nos anciennes idées, ce qui devrait être la base de la méthode scientifique, encore une fois. Bah, j'ai une réponse simple. Quand apparaît quelque chose de nouveau qui va rapporter plus de pognon que, que l'ancien, pas que la nouveauté soit meilleure d'un point de vue scientifique, mais en fait, il faut qu'elle ait un intérêt. Si on a quelque chose d'un peu révolutionnaire, mais qui va permettre de grappiller beaucoup plus de millions de dollars que ce qu'il y avait auparavant, oui, il y a des chances que ça remplace. Euh, Là, sur la question de la santé, on est quand même sur une vache à lait qui est colossale, où on est sur un paradigme médical qui a besoin que à chaque maladie soit identifiée je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Bon, les germes, c'est idéal, mais en tout cas une cause Un unique, pathogène, ouais, c'est ça. en tout cas une cause unique en face de laquelle on va pouvoir déposer un brevet pour notamment une molécule un protocole. C'est comme ça que fonctionne le commerce médical. C'est pas autre chose qu'un commerce, la médecine. Et donc, sortir de ce paradigme en disant, mais l'idée du une cause, une maladie, c'est débile. En fait, c'est chaque personne qui est différente et c'est plutôt une personne qui, de par l'ensemble de ce qui va la concerner, va développer des symptômes et qui lui seront propres et il n'y a pas deux personnes pareilles. Et vu qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, ça sert à rien de faire des espèces de protocoles communs, c'est complètement stupide. Ça, c'est pas vendeur. Ça ne permet pas à une industrie de se développer et de s'enrichir en mettant en place des protocoles qui sont, voilà, qui vont pouvoir être rentables. En Donc même temps, voilà. c'est intéressant parce que là, de la façon, votre réponse, c'est la bonne réponse en fait, mais c'est quand même, ça démontre le fait qu'on parle d'industrie alors qu'on était supposé parler de méthode scientifique. Et pourquoi est-ce que les deux sont associés ensemble toujours? Donc, moi, ma compréhension par rapport à ça aussi, c'est qu'il y a eu un changement au fil des décennies. J'avais reçu le professeur Marc-Henri, qui est un chercheur sur l'eau, beaucoup en France, justement. Et il disait que lui, dans les années, je crois, jusqu'à 60, 70, peut-être même 80, il recevait de l'argent des gouvernements et on lui disait, fais ce que tu veux comme recherche. Et il n'y avait pas d'attache, de demande de résultats ou de technologie ou d'attache industrielle associée avec ça. Mais à partir des années 80-90, c'est comme s'il y a eu un changement au niveau de la science et l'argent venait principalement de corporations ou du marché et ça venait avec l'idée d'avoir des résultats qui allaient justement aller, comme vous dites, supporter la vache à lait là, de certains domaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez vu, vous, ce changement-là ou c'est pas tout à fait comment vous le percevez? Alors moi, je suis un peu trop jeune, hein. Je suis arrivé dans le monde C'est du vrai. travail en tant qu'ingénieur, j'étais en 2007, donc du coup, les années 90, c'était passé depuis longtemps. Euh, mais ça correspond en effet à l'histoire de la crise SIDA, qui a vu se faire arriver des milliards et des milliards de dollars dans tous les sens, avec tout un tas de centres qui s'ouvrent, de laboratoires, tout ça, à condition de travailler sur ce sujet et d'une certaine manière. Et donc, Hmm. je pense que cette histoire-là a dû accélérer ce mouvement-là en mettant un apport d'argent, mais qui était colossal, parce que tout le monde avait peur à l'époque. Et donc, ça a dû, on va dire, finir d'enfoncer cette porte-là et a fini de changer radicalement ce qu'est le monde de la recherche, qui sert en effet à répondre à des problématiques de business, de rentabilité. Que ce soit pour de l'industriel ou même pour de l'État qui va financer des grandes campagnes de telle ou telle technologie, que ce soit vaccination, dépistage, de je sais pas trop quoi. Et donc voilà, répondre à des marchés qui sont colossaux et qui correspondent à des très grosses sommes d'argent.
Ouais, vraiment. Et quand on pense à ça aussi, la question d'investissements colossaux et de peur au fait que pendant la période du sida, qui était dans les années 80 et jusqu'aux années 90, ça vient aussi toujours avec la contribution des médias, là, tu sais, donc les nouvelles qui roulent fréquemment ou des gros coups de nouvelles à chaque année ou à chaque 2 ans sur des épidémies soudaines ou que le virus entre dans une nouvelle catégorie de la population et tout à coup oups, les hétérosexuels sont aussi victimes finalement, et puis le virus s'épand et mute et tout ça. Et en plus, il y a la question qu'on appelle ici hollywoodienne en même temps, là, tu sais, donc lorsqu'on a des films après films et séries où est-ce qu'on voit en plus ce phénomène-là, qui est supposément être scientifique, dès qu'on est jeune, en fait, enfant, adolescent, on a des films qui nous font peur même et qui nous disent, oh mon Dieu, ce serait fou s'il y avait l'épidémie de zombies à gauche et puis le virus mortel qui s'épand partout à droite et c'est le vaccin qui sauve tout le monde. Et ça nous programme en fait de façon globale, dans l'Occident à tout le moins, à croire en fait en ces modèles-là qui sont là ici. J'imagine que c'est la même chose pour vous, là, tu sais, au fil des gens, on voit que les gens sont formés sous plusieurs aspects différents pour croire en ces paradigmes-là. Oui, il y a des films, des jeux vidéo, des séries, des dessins animés, même des trucs qui se veulent, pardon, plutôt scientifiques ou de la culture scientifique. Mais oui, il y a une offensive hollywoodienne à ce sujet-là, qui est extrêmement forte, qui date, je dirais, plutôt à partir des années 2000, hein. L'idée du virus tueur qui ravage l'humanité, c'est un peu plus récent que les années 90. En tout cas, sur la partie hollywoodienne, où on a vraiment, voilà, que ce soit sous forme de zombies ou de tout le monde qui va mourir, etc. Ouais. Les 28 jours plus tard, le machin, les trucs. Donc là, oui, j'ai fait un calcul dans un de mes bouquins sur les ratios et la part que prennent ces histoires-là en termes d'entertainment, hein, que ce soit sur les séries ou autres. Et ça a vraiment explosé, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très vendeur et qui fait d'ailleurs qu'à chaque fois qu'ils annoncent le nouveau virus, finalement, tout le monde est sensibilisé et a le scénario. Voilà, le Ouais, ouais. scénario catastrophe qu'il faut se protéger. Et surtout, le point essentiel, et qui est le point, on va dire, sur lequel je combats aujourd'hui dans mes interventions, en tout cas quand je fais des calculs et que je monte mes travaux, qui est que ça force les gens à avoir peur de l'autre. C'est-à-dire que, on Absolument. considère que le vecteur de la maladie, pourquoi est-ce qu'on serait malade? C'est à cause de l'autre, un autre humain qu'on va rencontrer, qu'on va toucher, voilà, avec qui on va être en contact, et que c'est ça qui nous rend malade, et le danger, c'est ça. Et cet endoctrinement de la population, je pense que voilà, le point principal que je combats, si on a demandé au début, d'ailleurs, les conclusions de mes travaux, le point principal à combattre, c'est qu'on fasse croire aux gens que pourquoi il y a des malades, pourquoi les gens sont mal, c'est parce que ils sont en contact avec d'autres personnes. Je sais plus si on se rappelle du film Judge Dredd où les gens n'ont pas le droit de se toucher, tout ça, où il n'y a pas de contact physique, tout est interdit. On en est là. Avec Sauf que, Sylvester Stallone, Sly Stallone, notre ami, oui, ouais, c'est ben ça. ouais. C'est toute une anecdote dans le film, et dans le futur, c'est ça, les gens ont le droit de se toucher. Donc, il Ouais. n'y a pas le droit de la reproduction, etc., pas d'échange de fluides corporels, mais on en est là. Et pour faire passer cette idée, voilà, où on sépare tous les humains, et la séparation des autres, c'est une torture, hein. C'est une méthode de torture classique, l'interdiction de toucher, de voir les autres, d'être isolé. Ça permet vraiment de manipuler les gens et de les mettre en état de faiblesse. Bon, bref, mais du coup, on est en train d'avancer vers ça par cette histoire du virus tueur qui va ravager l'humanité et qui fait qu'il faut absolument qu'on vive chacun dans notre bulle sans aucun contact les uns avec les autres. Et je pense que voilà, l'idée principale que je combats, c'est celle-ci. Et elle n'est pas anodine parce qu'il y a des lois qui sont en Hmm. cours d'écriture, il y a des lois qui datent de la période SIDA, où toute personne qui est étiquetée SIDA, c'est à vie et elle est sous le coup de la loi, elle doit se déclarer en permanence, n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels avec une autre personne sans l'avoir Sans prévenue, etc. l'avoir exactement, ouais, ouais, ouais. Donc, il y a pas d'intimité de ces personnes-là. Même en tout acte médical, où elle doit se prévenir à chaque fois, etc. Elle est obligée d'être sous médicaments. Elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants. Enfin bref, il y a tout un tas de... Selon les pays, il y a des règles qui sont plus ou moins strictes. Mais on est en train Ça, c'est des lois scélérates qui ont été mises en place dans les années 90 parce que les gens avaient très peur. Mais ces lois-là, elles sont démultipliables d'ailleurs, pendant la période Covid, hein, il y avait la psychose et il y avait la culpabilisation des personnes. T'es testé positif, reste chez toi, tu vas contaminer tout le monde, etc. Il y a même des procès de gens qui accusaient les autres de les avoir rendus malades.
Mais tout ça, tous ces procès-là, toutes ces intentions ne viennent absolument pas de la science, qui n'a absolument rien prouvé à ce sujet, bien au contraire, et sont extrêmement dangereuses parce que elles justifient le fait de mettre les gens dans des prisons, que ce soit chez soi ou autre, mais Exact, des prisons exact. perpétuelles. Et donc, voilà, si on va dire une certaine conclusion de mon travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser comme je peux, même des médecins qui sont persuadés que les virus existent, tout ça, qu'en fait, ils sont en train, peut-être bien malgré eux, mais avec toutes les peurs, même chez les résistants, hein, tous ceux qui disent, voilà, le virus inventé en Chine, tout ça, mais c'était les gouvernements, trucs, enfin, ils étaient contre les mesures, mais il y avait quand même un virus, à tous ces gens-là, dire, vous êtes en train de participer à quelque chose qui est le socle même de la peur et de la psychose, de la culpabilisation et qui viendra le socle du droit pénal qui va arriver. Et vous êtes en train de le promouvoir alors que ce n'est absolument pas basé sur de la science, mais sur des croyances qui sont séculaires, hein, mais sur des croyances uniquement, et qu'on n'arrive absolument pas à démontrer d'un point de vue scientifique, ni par de l'identification propre du pathogène, ni même par les centaines de tentatives qui ont été mises en place à partir du début du XXe siècle, de faire des transmissions de maladies qui n'aboutissaient pas, hein, qui ne marchaient pas. Voilà. Donc là, vraiment, la conclusion de mon travail et le point de vue où j'en suis d'un point de vue santé, c'est ça. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui rendent malade. Le mot générique, ça pourrait être stress, que ce soit changement environnemental, même psychologique, et que vraiment on a des impacts sur le corps de toutes ces choses-là. On peut probablement se renforcer et puis essayer d'éviter de trop stresser son corps comme on peut, mais que l'autre n'est pas le problème. Et voilà, bon, mis à part sur des aspects psychologiques ou de torture ou de choses qui vont pas, mais voilà, l'idée du fait qu'on va côtoyer quelqu'un dans la rue et qu'on va le croiser et que c'est lui qui va nous rendre malade, il n'y a pas la moindre trace scientifique de ça. Je n'en ai pas trouvé. Et pourtant, j'ai vraiment, vraiment beaucoup cherché. Voilà. Donc, ça pourrait être, on va dire, la conclusion de mon travail. Ouais, ben, c'est fantastique en fait. Donc évidemment, ça correspond beaucoup à ce que moi, de mon côté, de façon personnelle et amateur, disons, sans travail de recherche publié, fait du sens pour moi selon tout ça. Ouais, ben écoutez, merci beaucoup pour cette espèce de wrap-up, en fait, cette conclusion vraiment pertinente. Et bien sûr, quand on parlait de mesures sanitaires ou de décrets, comme vous dites tout à l'heure, c'était à se demander avec ça, quel était l'objectif du décret de se maintenir à 6 pieds de distance, hein, alors qu'on avait, fallait avoir peur des autres beaucoup pendant ce temps-là. Donc, il y avait toutes de ces mesures-là qui étaient combinées avec cette compréhension-là aussi qu'on a historiquement de l'expansion virale, qui sont logiques et qui font du sens quand tu es dans le paradigme de la virologie et que l'important, c'est de ne pas être en proximité avec les autres aussi. Parce qu'évidemment, donc, c'est ça, en conclusion, en fait, en allant vers une fin. Je veux quand même que les gens se rappellent, tu sais, parce que vous avez parlé justement rapidement des médias alternatifs et tout ça, mais c'est vrai aussi, tu sais, et le but, c'est juste de se rappeler, de se remettre dans le temps 2020, 2021, 2022, ici au Québec. Et j'ai l'impression que c'était un peu similaire en France. Tous les gens qui avaient des visions alternatives étaient très focusés sur le lab leak qu'on dit ici, donc la fuite de laboratoire. Donc, qu'il y avait un virus, ou finalement, qu'il y avait un virus qui était bénin finalement, mais que les médias nous faisaient peur, mais qu'il y avait malgré tout un virus, ou que, il y avait toute cette histoire de biolab avec donc les virus secrets, le gain de fonction. Donc, ça, c'est tout ça qui était dans nos médias alternatifs. Mais personne vraiment, en tout cas ici au Québec, avant, j'ai envie de dire 2022, n'avait décidé de prendre cet élément-là, qu'il n'y a peut-être finalement pas de virus, et d'en parler comme d'une hypothèse sérieuse et de faire que, oups, parce que là, ça nous amène, même dans les médias alternatifs, ça amène tout un aspect scientifique sur la biologie et sur la compréhension de comment finalement marche la réalité, comment marche le monde, totalement différente. Et c'est très gros, en fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je voudrais vous demander, en terminant, un point, en fait, qui m'intéresse aujourd'hui en 2025. Donc, en France, avez-vous un écosystème, en fait? Parce que avez-vous été challengé dans les dernières années sérieusement par des scientifiques, des virologues? Et depuis, est-ce que vous avez des gens, une certaine communauté scientifique qui sont avec vous, qui ont cette compréhension-là assez générale du truc et qui vous supportent, en fait, de votre côté? Peu importe lequel domaine scientifique, tu sais. Non, on est très peu nombreux à poser cette question-là. Ah oui, OK. On est quelques-uns, mais c'est vraiment extrêmement marginal. Je vais même aller plus loin. Les,
les médias, on va dire, classiques ne parlent pas de cette question-là ou le mettent dans le camp très large de complotistes, Ouais, ouais. comme on veut. Mais avec aujourd'hui des injonctions à dire qu'il faut voilà faire taire les antivax, tout ça, qu'on va leur mettre des procès au cul, tout ce qu'on veut, mais bon, ce qui met tout le monde dans le même panier, ce qui est un peu classique. En revanche, moi, les seules personnes qui m'ont demandé de me taire à plusieurs reprises, de cesser de questionner, de poser des questions sur la virologie, tout ça, ce sont des gens du clan des résistants, hein. Ce sont eux qui ont été les plus vindicatifs, les plus enfermants. C'est eux qui m'engueulent le plus fort quand je participe à des instances et où j'ouvre cette question-là, notamment des médecins. Ça peut être des microbiologistes un peu moins parce qu'ils sont quand même conscients des limites de ce qu'ils sont en train de faire, même s'ils vont pas on va dire pas le crier sur tous les toits. Mais oui, beaucoup des médecins, des avocats, voilà, des gens qui m'ont dit, ou même qu'on va te coller des procès au cul. Enfin bref, et ça, c'est plutôt le camp des résistants. Et Hmm. d'ailleurs, depuis que j'ai pris ce tournant où j'insiste lourdement sur le fait qu'il n'y a pas de trace du méchant virus tueur, mais d'aucune sorte, et que même les écrits des prétendus opposés au système, que ce soit des microbiologistes ou autres, montrent qu'en fait, non, ils ont tort et qu'il n'y a rien qui va, je suis plus du tout invité non plus dans les médias alternatifs. Donc, Wow. non, il y a un déni, il y a un refus de cette question qui est assez fort, où très clairement, on me fait comprendre que je vais trop loin. Je pourrais faire des épilogues tant que je veux sur les laboratoires chinois qui créent des virus tueurs asymptomatiques. Ça, il n'y a pas de problème, hein. On peut raconter les carabistours qu'on veut à ce sujet. En revanche, poser la question de fond qui est, non mais attendez, c'est vraiment de la science qu'on est en train de faire là, ce que vous êtes en train de raconter, ou en fait c'est du flan, ça, on n'a pas le droit de la poser. On n'a vraiment rien le droit de dire, hein. C'est des limites qui m'ont été, oui, données par même des directeurs de médias, etc., hein, qu'ils ne suivraient pas là-dessus. Donc je fais pas ça ni pour la notoriété, ni même pour... D'ailleurs, faut mieux pas être du camp de résistants pour la notoriété. Et quand on y est, il faut vraiment choisir son camp, hein. Parce que Ouais, bon, ouais, c'est c'est ça. pas fou. Mais non, du coup, et puis peu importe si mes travaux sont pas suivis des faits, moi je fais ce que je considère être ce que je comprends et je le mets que ce soit en vidéo ou sous forme d'écrit et je mets à disposition des autres. Les gens prennent, ils prennent pas, ça, j'y peux rien. Donc comme je suis pas en quête, on va dire avec un objectif ni pécunier ni précis en termes de vue ou quoi que ce soit, je m'en fiche complètement. Mais oui, on est quand même très seul à porter les choses et à questionner sur cet aspect-là. Ouais. Ouais, vraiment. Tu sais, puis c'est sûr que moi, j'ai pas du tout la même expérience de mon côté parce que je suis pas un scientifique, là, tu sais, et quelqu'un qui a produit du matériel à ce niveau-là. Mais tu sais, dans mon petite modeste tribune et le podcasting, si on veut, là, au Québec, ben, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé très rapidement, en fait, à en parler au printemps 2020, en fait, et ça a été le silence radio de tous les côtés. Je me suis fait bloquer sur les réseaux sociaux par plusieurs résistants au Québec aussi. Alexis Cossette-Trudel là, tu sais, de Radio-Québec que tout le monde connaît et tout ça. J'ai essayé tu sais, pendant 2 ans, peut-être 5, 6 fois, tu sais, de taguer un petit peu, puis hey, pourquoi vous parlez pas de ça? Est-ce qu'on pourrait parler de ça un peu plus ou tu sais, chercher la chose, mais ça a été très fermé, fait que j'étais curieux en fait de voir ce qu'il en était pour vous. J'aurais cru que vous aviez peut-être acquis des armes au fil des mois, mais pas vraiment. Eh ben, on verra ce que ça donne pour le futur. En terminant, peut-être, question rapide, là, on a juste quelques minutes, mais vous avez parlé tout à l'heure de justement, tu sais, donc, si on tombe dans, là je parle, on détache un peu de votre aspect scientifique et statisticien, de statisticien, parlons un peu spéculation, hypothèse. Lorsqu'on on creuse là-dedans un petit peu justement cette idée de qu'est-ce qui finalement cause la maladie. On a parlé beaucoup de la température tout à l'heure. J'ai envie de vous demander, Monsieur Chaillot, est-ce que vous vous êtes laissé aller dans les hypothèses en fait émises par ces gens-là qui se regroupent autour de cette question-là par rapport à la question de la structure de l'eau, donc le tissu connectif ou conjonctif qu'on appelle à l'intérieur et le biochamp et la question donc qu'on peut appeler de la résonance en fait
et de ce qui est un peu mis sous l'égide de la théorie du terrain et comme de quoi finalement le corps résonne de différentes façons avec la biologie environnante et que lorsqu'on croit qu'on a une expression d'un symptôme viral, ça peut être en fait le corps qui détoxe là, en bon français. Mais que ça peut être aussi même un signal en fait envoyé de corps à l'autre et non pas des particules physiques et que à l'inverse en fait il faut prendre ce qu'on voit comme des symptômes viraux comme le corps qui se purge et qui fait le ménage donc un peu comme les arbres à l'automne lorsque les feuilles tombent deviennent brunes et se détériorent c'est un renouvellement de la vie plutôt qu'une mortalité donc est-ce que vous êtes allé là dans vos hypothèses et spéculations personnelles ou pas vraiment? C'est des choses que j'ai entendues pas mal, dont on m'a pas mal parlé. Après, moi, j'ai pas creusé. Il n'y a pas beaucoup de stats à ce sujet à me mettre sous la dent, évidemment. Puis je vais faire une confidence. Moi, à la base, tout ce qui a rapport à la médecine, tout ça, ça ne m'intéresse, mais tellement pas. Ouais, c'est ça. Ça fait 5 ans que j'ai l'impression de faire que ça, en y passant un temps énorme, alors que vraiment, c'est pas du tout mon centre d'intérêt. Et donc, à la fois, je montre ce que j'ai pu démontrer à l'aide de statistiques, parce que ça, c'est mon métier, ma formation, et puis mettre ces chiffres-là en parallèle, ça m'intéressait. Ensuite, aller fouiller dans la foison d'ensemble d'autres théories qui existent, qui tiennent probablement mieux la route que celle qui est fournie. Non, pas plus que ça. Et puis, en regard de statisticien, je décevrais certainement tout un tas de gens, puisque la seule chose qu'apportent les statistiques, encore une fois, c'est d'essayer de démolir la théorie. Donc, la Ouais. seule chose que je pourrais leur apporter, c'est de la démolir aussi. Ben, je pense que ce serait Ou la bien de meilleure dire que j'ai pas chose, en réussi. fait. Je pense que ce serait la meilleure chose parce que c'est ça qu'il faut, en fait. Donc, si ces gens-là, bon, moi je me rallie un peu à ces gens-là là, pour être transparent. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses, en fait, qui se travaillent dans ce domaine-là, mais je pense que ce que ces gens-là veulent, authentiquement et sincèrement, c'est d'avoir justement plus de données et plus de statistiques pour voir si ces hypothèses-là pourront être démolies ou non et laquelle tiendra la route en finale. L'objectif, justement, serait de passer à un mode de pensée même au niveau de la médecine et de la biologie et de la maladie, de la vraie science, de la vraie méthode scientifique à ce niveau-là. Fait qu'il y aura des gens comme vous qui seront nécessaires dans le futur pour ça. Mais entre-temps, donc, écoutez, en terminant, Monsieur Chaillot, immense merci. J'ai adoré le temps passé avec vous. C'est quelque chose qui a pris plusieurs mois à faire. Donc, merci d'avoir accepté que je vous harcèle un petit peu par courriel pour mener jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement apprécié. J'espère que les gens de la francophonie apprécieront ce point de vue qui est unique, mais qui semble correspondre en tout cas à la méthode scientifique si c'est ce qu'on cherche pour gérer le monde idéalement. Donc, Monsieur Chaillot, vous êtes plus tranquille, je crois, ou plus discret récemment dans vos réseaux sociaux en termes de publication. Ben là, vous avez sorti quand même votre deuxième livre en printemps 2025, donc je ravale un peu ce que je viens de dire. Mais pour votre futur, en fait, les prochaines semaines, prochains mois, avez-vous quelque chose qui se travaille présentement derrière la scène, behind the scenes en bon français? Et peut-être rappeler aux gens si on peut vous suivre sur quels réseaux sociaux et un rappel de vos livres aussi, où est-ce qu'ils sont disponibles. Principalement quand je trouve quelque chose, je poste sur YouTube, hein, c'est là que c'est mon canal de diffusion principal. Je pense que j'ai rien diffusé depuis juin, à la fois parce que j'ai pris des vacances, je suis un peu passé à autre chose, et puis parce que je me suis lancé dans 2 exercices assez longs et que je publierai rien tant que j'aurai pas fait quelque chose d'un peu solide. Je m'intéresse là à la mortalité tchèque, puisqu'il y a, comment il s'appelle, Steve Kirch qui a publié quelque chose dessus, où voilà, je dirais ce que j'en trouve. Pour moi, on est très loin de ce qu'a annoncé Steve Kirch, mais bon, voilà, je n'étais pas très surpris. Ouais, Et puis, deuxième chose, je me suis mis à l'étude des températures terrestres pour essayer de voir, encore une fois, ce que disaient les chiffres de base en essayant de ne pas prendre de parti pris, histoire de pouvoir discuter sur une base saine des températures qu'il fait sur Terre de manière euh, statistique, avec le moins de modèles possible, pour poser des choses factuelles. Donc, essayer de poser un truc, on va dire, neutre, voilà le constat, hein. Comme ça, on part, quelles que soient ces idées préconçues dessus, au moins on part d'une base saine. Moi, en fait, j'ai pas spécialement
d'avis tranchés dessus. J'ai lu beaucoup de conneries, vraiment beaucoup, des bouquins dessus, des gens de stats. Bah, bref, il y a plein de choses qui ne me vont pas. Et donc, je me suis dit, bah, je vais télécharger les données et puis refaire les calculs. Et puis, à partir de ce qu'on trouve, quand j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant, d'un peu stable, à présenter, bah, je le présenterai, et puis ça fera une base saine. Je sais pas comme j'ai pas les conclusions et que c'est un gros boulot et que je suis loin d'avoir fini. En plus, j'ai été pris par les données de chèque là ces dernières semaines. Je suis assez loin de pouvoir diffuser quelque chose, mais voilà, je mettrai publiquement quand ce sera fait, et puis ce sera un autre sujet. Oh, très intéressant. Donc, on aura peut-être droit dans le futur. C'est plutôt une intention, un désir que je lance dans l'univers, à un livre qui s'appellera Les changements climatiques, ce que disent vraiment les chiffres, peut-être. Peut-être comme ça, oui. Excellent. Et en terminant, donc chaîne YouTube Décoder l'écho. Oui, Vous avez aussi un profil sur X, je crois, oui. Décoder l'écho. Et y a-t-il d'autres endroits où vous n'avez pas de site web officiel ou? Non, j'ai pas de site web. J'ai jamais pris le temps de le faire. Je poste aussi un peu je le mets sur Facebook, mais en fait, mon canal principal de diffusion, ça C'est la reste chaîne. YouTube, hein. Excellent. Ben alors, c'est parfait. Monsieur Chaillot, je vous dis encore une fois un immense merci du Québec pour votre présence. Donc, je souhaite que votre présence aujourd'hui trouve les oreilles attentives qui s'intéressent à ces sujets-là. Et bien sûr, on va vous souhaiter une belle poursuite et on se tiendra au courant pour cette publication-là qu'on souhaite. Et de notre côté, tout le monde, ben, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le show. Donc, on ferme ce dossier-là ici de la question du retour sur la pandémie qu'on voulait bien faire. Et idéalement, ce sera le plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode parce que vous savez, le but, c'est d'arrêter. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Chaillot, encore une fois, et bonne poursuite. Merci.